Hello everyone. I'm Lucille Haute. Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Lucille Haute. Mon nom d'artiste, c'est Lucille Olympe Haute et je suis autrice. Je suis également enseignante et chercheuse. Je travaille dans deux institutions, deux établissements. Je travaille à l'université de Nîmes et je travaille également à l'école des arts décoratifs. Ah, je suis allé trop vite. Alors, mon interrogation par rapport au kombucha. Mais j'avais prévu de la faire en français parce que je suis beaucoup plus à l'aise en français. Est-ce que les traducteurs sont prêts? Je vais revenir sur le français si vous me permettez. On est bon? Ok, donc la question que je me pose avec le kombucha, c'est de chercher un guide, de l'aide en quelque sorte, des inspirations pour ne pas être seulement tétanisé face à la situation actuelle où on nous raconte quotidiennement, régulièrement, que le monde est complètement en train de changer, que la façon dont l'humanité tout entière se comporte dans son environnement vis-à-vis de la planète nous amène dans des perspectives tout à fait déplorables et effrayantes, et qu'il faut que nous changions la façon dont nous nous comportons en tant qu'espèce vivante sur notre planète, que nous changions nos façons de collaborer avec les autres vivants, les vivants des autres espèces, mais aussi sans doute les vivants de notre propre espèce. Et donc, face à toutes ces questions qui peuvent être un peu écrasantes, j'ai cherché un guide et j'en ai trouvé un à travers le kombucha. Donc, ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est un peu comment j'ai réussi à trouver quelques perspectives un petit peu enthousiasmantes, en tout cas à ne pas sombrer comme beaucoup de gens dans cette tétanie qui peut nous arriver quand on prend conscience des enjeux écologiques contemporains. Ok. Donc le kombucha, qu'est-ce que c'est? On va commencer par le basique, c'est-à-dire ce sur quoi à peu près tout le monde est d'accord, puisque c'est Wikipédia qui le dit, et je suis allée regarder les pages dans les différentes langues pour avoir un niveau à peu près commun. En Occident, le kombucha, on le connaît comme venant de Chine et de Russie, comme étant d'abord une boisson fermentée. Et le tableau que vous voyez ici est la représentation qu'on identifie comme étant la plus ancienne qui est arrivée jusqu'en Occident pour montrer ce que c'est que du kombucha. Le kombucha, c'est un mélange de bactéries et de levures qui vivent ensemble. Donc, symbiotic bacteria and yeast, symbiotic culture of bacteria and yeast, qui vivent ensemble et qui, en tant que symbiose, bénéficient l'une de l'autre, les différentes espèces bénéficient des productions faites par l'autre espèce. De façon très rapide, vous avez les bactéries qui transforment le sucre en éthanol et les levures transforment le sucre en éthanol. Les bactéries consomment cet éthanol et le transforment en acide acétique. Et au passage, parmi les bactéries qui vivent dans le kombucha, il y a acétobactère qui produit de la cellulose et qui va donc produire cette petite couche en surface qui vient aussi protéger le milieu. Cette petite couche en surface, là, ce que vous voyez là sur la droite, cette petite couche en surface, elle est intéressante à différents niveaux, notamment dans une perspective de biomatériaux. Et peut-être aurez-vous assisté hier à la présentation de Vivien Roussel qui est venu nous parler de ça. Je ne sais pas ce qui se passe là, j'ai rien touché et ça avance tout seul. Ok. Donc on a d'un côté une boisson et d'un autre côté une matière. Il est contrariant, hein, le petit boîtier. Comment ça a commencé pour ma part? Eh bien, ça a commencé dans un contexte social particulier, c'est-à-dire que j'ai deux amies qui ne se connaissaient pas et qui toutes les deux au même moment m'ont offert du kombucha. L'une est Maya Minder, qui est artiste et qui a aussi plusieurs événements dans le cadre de ISEA. Et puis la seconde est Alexia Veno. Et il se trouve que dans la même semaine, elles m'ont toutes les deux donné une mer de kombucha. Donc j'ai réuni les deux. On est d'accord que ça avance tout seul et que là, j'ai rien touché. Vous avez vu, j'ai même pas le boîtier dans la main. Okay.
Donc j'ai réuni ces deux cultures ensemble et puis j'ai commencé à tester des choses. Déjà pour moi le boire, je me suis mise à boire petit à petit énormément de kombucha de façon quotidienne et puis ensuite pour faire des tests sur la matière qui en était produite et notamment des tests de couleur. Pourrais-je avoir mes slides s'il vous plaît? Et en un an d'expérimentation, ça ouvre déjà beaucoup de perspectives. Parce que vous avez aperçu qu'il était tout rose, c'est du kombucha qui a été fait avec du thé vert et de l'hibiscus. Donc c'est l'hibiscus qui va donner cette couleur très rose. Mais vous avez peut-être aussi aperçu cette espèce de touffe très étrange, d'algues là, bizarre. Et ça, c'est des choses qui sont juste apparues dans la culture. Donc toutes ces expérimentations, dans un premier temps, elles ont eu lieu dans ma cuisine. Mais petit à petit, j'ai essayé de mettre en place, d'autres échelles, ou en tout cas d'aller rencontrer des personnes qui font ça à d'autres échelles. Et donc je suis allée rencontrer des producteurs de boissons de kombucha, qui eux, pour le coup, sont vraiment dans une perspective uniquement de la production de la boisson, une perspective aussi commerciale. Je suis allée les rencontrer, donc ils s'appellent Vivant Kombucha. Et puis, on a mis en place, en quelque sorte, un partenariat, puisqu'en fait, je vais les délester de leurs déchets. Pour eux, la cellulose de kombucha qui est produite dans les ateliers de leur maison est tout simplement un déchet. C'est juste quelque chose qui est destiné à partir au compost, au même titre que le thé infusé. Donc je suis allée récupérer et je continue d'aller travailler avec eux régulièrement pour récupérer cette matière qui est du coup un déchet dans leur production. Ça, c'est l'an dernier, où du coup ces matières, je les ai transportées jusqu'à Nîmes, à mon université, dans le cadre d'un workshop. Et toute la matière qui venait de chez Vivant Kombucha est devenue la matière première pour pouvoir faire des expérimentations avec les étudiants qui participaient à ce workshop. Donc on a testé plusieurs méthodes de nettoyage, lavage, séchage, jusqu'à arriver, les traces noires, c'est juste l'oxydation à cause du support sur lequel on l'avait goûté. On a testé plein de choses de façon très empirique comme ça. Les workshops, donc, c'est des moments un peu privilégiés pour pouvoir tester vraiment plein de choses et aussi faire venir des gens super pendant la semaine qu'on passe ensemble, les semaines même, puisqu'en fait, on réussit à avoir 2 semaines successives pour pour mener ces workshops. Et donc là, je vous montre le programme de celui qui a eu lieu cette année, où la dimension technologique a été remise en avant, qui n'était pas présente sur la première année, où on était plus dans les aspects alimentaires, dans les 2 cas en lien avec les biomatériaux, puisque, encore une fois, j'enseigne en design. Donc c'est aussi l'approche, le point d'entrée pour ramener le kombucha à l'intérieur de l'université. Donc ce qui est intéressant, c'est de pouvoir travailler à plusieurs, échanger les choses. On a mis en place donc des cultures de kombucha qui ont eu le temps donc avec des différentes thés, différentes infusions pour les nourrir, et puis observer ce qui en restait. Et donc je vous disais, ce qui est super pendant un workshop de 15 jours, c'est que ça permet de faire venir plein de gens vraiment intéressants. Vous voyez juste sur la slide précédente Vivien Roussel. Là, c'est le workshop de cette année où donc on a mis en place un principe de monitoring pour pouvoir garder trace des évolutions de la température, du pH et du taux d'oxygène dans le milieu. Les étudiantes et les étudiants ont mené pas mal d'expérimentations vraiment matériaux aussi. Donc là, c'est juste de la teinture avec des teintures alimentaires. Et puis pas mal de choses aussi sur la matière elle-même qui est produite. Donc là, vraiment dans une perspective design textile, comment on peut faire de la cordelette, du tissage, etc. À partir de cette matière de kombucha. Je voulais juste citer, au moins vous laisser voir les noms de toutes les personnes en fait qui ont participé à ces différents, qui m'ont apporté aussi beaucoup d'input pour prendre
rencontrer le kombucha, ou du moins, je ne sais pas dans quel sens il faut le dire ou dans quel sens c'est le plus juste. Est-ce que ce sont ces personnes qui m'ont permis de rencontrer le kombucha, ou est-ce que c'est le kombucha qui m'a permis de rencontrer ces personnes? Je crois que tout ça va ensemble, et c'est ce qui est intéressant dans cette expression du do it with other, do it together and do it with other. C'est les autres ne sont pas que des autres humains, c'est aussi les non-humains, bactéries et levures de la kombucha. Donc, juste pour vous indiquer aussi les différences de background de ces personnes, vous en avez qui sont des artistes, vous en avez qui sont des designers, certains sont plus du côté alimentaire, certains sont docteurs en biologie, voire professeurs en génie des bioprocédés. On a vraiment des personnes qui viennent de backgrounds très très différents, et c'est aussi ça qui était vraiment fascinant dans cette rencontre de la kombucha. Maintenant, un petit peu de contexte théorique, puisque là, je vous raconte des choses un petit peu comme une histoire sympa, et c'est tout à fait le cas. Mais on pense pas, tout ça, c'est aussi un prétexte pour penser les choses ou pour rencontrer des façons d'aborder les choses. Je pense que c'est écrit beaucoup trop petit pour que vous puissiez le lire, et puis de toute façon, c'est en français. C'est un texte de Alessandro Mendini qui s'appelle « En 2000, de quel côté être ?» C'est un texte qu'il écrit en 1993. Mendini, c'est un designer italien. Et il se pose la question de quels vont être les critères de dignité des objets pour qu'ils entrent dans le prochain millénaire. On est en 1993. Il se dit qu'on est déjà dans une surproduction d'objets. Il est designer. Et il se dit que c'est un coup près comme un autre, passé dans le millénaire suivant, de se poser la question de quels seraient les critères qui nous seraient à mettre en avant pour continuer de produire des objets, et quels sont au contraire les objets qu'on doit oublier. Et donc parmi les critères qu'il propose, en fait, il regarde les objets qui sont très très anciens. C'est un petit peu énervant ce slide qui saute tout seul. Il regarde des objets très anciens et il se met dans une perspective anthropologique en regardant comment les objets très anciens étaient aussi des objets qui entraient dans des pratiques rituelles, qui étaient des objets avec lesquels on vivait et avec lesquels on échangeait, et non pas l'objet de consommation de masse contemporaine, où au contraire les objets disparaissent très rapidement de notre environnement. On les oublie très vite. Donc pour moi, c'est un point assez important. Et puis c'est un texte très court, c'est facile aussi de le partager avec les étudiants quand c'est juste 4 pages comme ça. De se dire, ok, en fait, si on se met en perspective design et qu'on regarde le kombucha, on peut se poser la question de quelle est son inscription dans un contexte social aussi, donc de groupe. Je vais y revenir un tout petit peu dessus dans quelques slides. L'autre chose qui nous intéresse aussi, toujours pour le background théorique de ces rencontres avec le kombucha, ça va être le travail de Lynn Margulis, le travail de Donna Haraway. Donna Haraway qui elle-même cite Lynn Margulis sur ces façons de proposer d'autres perspectives pour observer les relations interespèces. Et en particulier ce texte-là, qui est The Parting Bites, c'est un chapitre de Quand les espèces se rencontrent de Donna Haraway, où elle insiste beaucoup sur le fait que manger, c'est tuer. Qu'il n'est pas possible, à part si on est une divinité immatérielle, il n'est pas possible de se nourrir sans qu'il y ait une mise à mort, que ce soit une mise à mort de levures ou de bactéries, donc vis-à-vis de on aurait assez peu de projection empathique. Mais en tout cas, elle insiste vraiment sur cet aspect-là, et partant de ce point-là, elle vient aussi nous dire que c'est pas parce que on fait face à cet état de fait que manger c'est tuer que toute mise à mort est acceptable. Au contraire. Donc ça c'est aussi un des ancrages qui me semble intéressant. Ensuite, autour de la fermentation, il y a beaucoup de perspectives différentes qui sont intéressantes. Il y a l'art de la fermentation qui est vraiment à l'articulation entre des guides pour pouvoir faire des tests de recettes dans sa cuisine très tutoriels, quoi. Et puis aussi une inscription culturelle particulière. Le guide de la fermentation du Noma, qui est sorti en 2018, a vraiment marqué un moment particulier, en particulier pour du coup tout ce revival qu'on voit maintenant depuis
grosso modo depuis la sortie du bouquin, dans la partie alimentaire et le nombre de restaurants, de boulangeries qui remettent en avant la fermentation. Sur un peu plus ancien, insurrection culturelle, c'est vraiment sur les questions de l'inscription plutôt d'une culture open source et libre et en lien justement aussi, alors plus lui c'est plus sur les questions de vin, mais en tout cas de se dire à un moment donné si on veut échapper à la consommation aussi de culture et être plus dans des rapports ouverts et de distribution plus horizontale. Voilà, c'est un jalon pour ça. Et puis le dernier, c'est Lorraine. Oups, c'est parti. Fermenting Feminism, c'est un travail de commissariat artistique avec un grand nombre de performances, conférences, et elle-même a fait aussi tout un travail du coup de recenser les relations, les rapports entre les pensées féministes et comment elles se structurent autour de partage de pratiques de fermentation. Pour la partie plus logicielle, technologique, qui est intervenue sur le workshop de cette année, bien là, on était aussi dans une inscription du côté des logiciels libres et ou open source. Et puis, une des choses qui m'importe beaucoup, c'est d'essayer de faire se rencontrer deux territoires qui devraient avoir beaucoup plus de points de contact que ce que je réussis à observer. Ça va être la tradition écoféministe. Et donc, du coup, on a un grand nombre de textes écoféministes qui sont un peu apparus, en tout cas en France, au moment de la parution de l'ouvrage Reclaim, dirigé par Emily H, et qui est paru il y a seulement 5 ans, qui est un recueil de fragments de textes où vous allez avoir aussi bien la sorcière Starhawk que des autrices, certaines théoriciennes, d'autres plus poètes, Carol Pécresse, Suzanne Griffith, etc. Et donc quand cet ouvrage est apparu, c'était comme une espèce d'arrivée enfin de l'écoféminisme, des pensées écoféministes en France. Et à côté, je vous mets du coup le Cyberfeminism Index de Mindy Su, qui est un recueil de fragments de textes, mais qui a aussi une version en ligne où vous pouvez retrouver tout ça. Et en fait, la version en ligne, elle vous permet aussi d'aller retrouver les textes dans leur contexte originel. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder à quel moment l'ensemble se rencontre. En 2015, j'ai écrit le Manifeste des cybersorcières, qui est une invitation à penser ensemble des questions de spiritualité, des questions de rapport aux technologies et des questions de vivre ensemble, ce que je qualifie sous le terme de politics. De vivre ensemble en tant que groupes sociaux d'humains, mais aussi de vivre ensemble avec les autres espèces. Donc si là actuellement dans le kombucha, la partie technologique est un petit peu remise en arrière et n'est plus au devant de la scène, ça reste quand même les questions que j'ai adressées dans ce texte-là qui motivent en fait aussi, ou qui sont, si vous voulez, le background de tout ça. Et pour venir à la question donc de spiritualité, je finis avec donc les présentations des travaux, des expositions artistiques du coup. Je vous ai parlé des workshops en contexte formation en design, donc du coup c'était l'aspect biomatériaux qui était central et la notion de coproduit qui est aussi un point important, quelque chose d'important dans des perspectives à des échelles industrielles. Mais je travaille aussi sur les aspects artistiques et donc là vous voyez des vues de mon exposition l'an dernier pendant la Biennale du Design à Saint-Étienne, avec déjà les talismans cosmiques, mais peut-être un peu trop éblouissants. Donc pour la version de cette année, à laquelle je vous invite à nous rejoindre demain soir pour le finissage de l'exposition à l'École des Arts Décoratifs, on a du coup un setup un peu moins aveuglant, avec des installations, enfin voilà, une place qui est laissée rendant très visible le support de présentation. Et donc voilà les quelques vues de l'exposition. Et donc cette collection de talismans cosmiques, c'est le moment où en fait je ne cherche plus à emmener le biomatériau, la cellulose de kombucha dans des applications qui vont être du côté du design textile, mais que je reviens vraiment à proposer une expérience esthétique, visuelle, et à peut-être vous permettre à vous aussi de tomber amoureux et amoureuse du kombucha. Merci, peut-être à demain alors pour l'exposition.